bienvenue à tous dans cette session en direct de notre série Infectiologie qui est lancée déjà depuis presque 4 ans et on est fiers de ce partenariat avec la SPILF et la revue Infectious Disease Now. Donc merci de nous avoir rejoints ce soir pour une nouvelle session. Et du coup, justement, avec la recrudescence des cas de coqueluche en France ces derniers mois, il nous paraissait évident de traiter ce sujet. Et donc, on a le plaisir ce soir d'accueillir avec nous professeur Robert Cohen, qui est donc professeur, pédiatre infectiologue, coordinateur InfoVac France, président d'honneur du groupe de pathologie infectieuse pédiatrique et directeur scientifique d'Active et d'Association française de pédiatrie ambulatoire. Donc, bonsoir, professeur. Bonsoir. On est très ravis de vous avoir ce soir parmi nous pour nous parler du sujet de la coqueluche. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vous laisse partager le vôtre. Eh bien, je vais mettre ça en petit. Je vais mettre le mien. Vous voyez mon écran ou pas encore? Pas encore. Alors, on va le partager tout de suite. Je vais vous dire ça. Hop. Entre-temps, du coup, je vais profiter de ce petit instant pour rappeler à nos auditeurs que vous avez la possibilité de poser vos questions dans la box Q&R que vous voyez normalement en bas de votre écran. Et on va essayer de répondre au maximum de questions en fin de session avec professeur Cohen. Alors, je Alors, partage. Voilà. oui, c'est en Et cours, je le mets en parfait. grand. Voilà. Très bien, à Vous vous. voyez bien? Super. Oui. Donc, merci à tous d'être là. Je sais que vous êtes déjà plusieurs dizaines à participer à ce séminaire. Je vais vous emmener dans une réflexion sur comprendre l'épidémie de 2024 et ses enjeux passés, ses enjeux à venir. Alors, juste ces diapos, je vous invite à aller de temps en temps sur le site d'Active, Active France, où vous voyez, on a un réseau de surveillance des pédiatres qui notent des pédiatres particulièrement formés en maladies infectieuses et qui ont des outils diagnostiques sur l'incidence de la coqueluche. Et vous voyez, ce réseau est en place depuis maintenant 6 ans, d'accord? Et vous voyez, les coqueluches, c'était pour les pédiatres de ville une maladie rare. Et puis vous voyez qu'à partir de janvier-février 2024, il y a eu une explosion des cas. Et vous voyez aussi sur la ligne noire que c'est des coqueluches à PCR positif. Donc on a multiplié par 30, 40 le nombre de cas. Bien sûr, on n'était pas les seuls. Quand on regarde Santé publique France, quand on regarde par rapport aux années précédentes, que vous voyez en ligne bleue et rouge en bas, il y avait très, très, très peu de cas. Ceci s'expliquait en partie par le Covid, et puis ce rebond massif qui laisse aucun doute sur l'importance de l'épidémie avec, comme vous le voyez ici, c'était en juillet, il y avait déjà 20 enfants décédés, d'accord, dont 18 âgés de moins de 1 an et 8 adultes qui est décédé. Donc on voit une épidémie de coqueluche d'une grande, grande, grande intensité. Et quand on regarde cette histoire de coqueluche, on sait que la coqueluche évoluait. Je ferme une porte pour avoir moins de bruit, 2 secondes. Excusez-moi de cette interruption. On sait que la coqueluche évoluait par épidémie. Hein. C'est des épidémies qui avaient un cycle à peu près tous les 4-5 ans. Mais vous voyez ici sur cette diapo-là que la nature de l'épidémie de 2024, alors rappelez-vous que 2024, au moment où a été fait cette courbe de Santé publique France, c'était que 6 mois, n'a rien à voir avec ce qu'on voyait par le passé, et on n'était qu'à 6 mois. Et puis, est-ce qu'il n'y a que nous? Il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est une situation particulière à la France? Eh bien, la réponse est non. Vous voyez l'Angleterre. L'Angleterre, c'est une histoire magnifique, vous savez, qui surveille particulièrement bien les épidémies. La coqueluche avait beaucoup baissé quand ils avaient introduit le vaccin entier. Et puis, il y a eu une baisse de la couverture vaccinale parce que le vaccin entier donnait pas mal d'effets indésirables. Ils avaient arrêté de vacciner. Et puis, il y a la remontée de la maladie. Ils ont réintroduit la vaccination avec des taux de couverture excellents comme on les a. Et puis, la coqueluche, cette fois avec des acellulaires. Et puis, la coqueluche avait fortement diminué.
Et puis les Anglais, donc cette année, 2024, premier trimestre, comme nous, ils sont partis sur ce type de données. Alors, quelques mots pour essayer d'expliquer ça. Donc, la coqueluche, c'est une bactérie strictement humaine, Bordetella pertussis, d'accord? Mais on n'a pas réussi à éliminer par vaccination aucune maladie bactérienne. Il n'y a aucune élimination possible, ni par la vaccination, ni par l'antibiothérapie. Ça, c'est une règle générale. Que ce soit le pneumocoque, le méningocoque, la coqueluche, la diphtérie, on n'éliminera pas. On diminue le fardeau de façon considérable, mais on n'avait pas. Deuxième chose qu'on savait, c'est que ce qu'on sait, c'est que l'immunisation par la maladie est longue, à plus de 10 ans. Et à tel point qu'on a cru pendant des années, avant les vaccins, et plutôt jusqu'aux années 60-70, que la coqueluche protégeait à vie. Dans les vieux traités, vous avez ça. Mais probablement, ça protégeait à vie parce que les patients étaient restimulés par la circulation de Bordetella pertussis. Et puis, on s'est aperçu que la contamination, certes, les formes symptomatiques qui toussent, et on sait comme dans la coqueluche combien on peut tousser fort et longtemps, étaient très contagieux, mais on sait aussi qu'il y a des gens qui sont très peu symptomatiques, qui portent Bordetella pertussis et qui peuvent contribuer à la transmission. Donc, je vous ai parlé du cycle des 4 et 5 ans, d'accord? Là, on voit qu'on n'est pas au même niveau, et on a attribué par une baisse de l'épidémie de groupe. La circulation euh, de Bordetella pertussis dans la circulation restimulait les gens qui avaient la coqueluche. Donc, l'épidémie actuelle est exceptionnelle. On va voir, est-ce que la dette immunitaire peut jouer un rôle? On va voir après. D'accord. Maintenant, je vais vous parler des vaccins contre la coqueluche parce que c'est une histoire très, très intéressante. D'abord, on a utilisé pendant 40 ans des vaccins entiers, c'est-à-dire c'était de la Bordetella pertussis qui était inactivée et ça avait à peu près le même effet immunitaire que la maladie naturelle. Quand on faisait un vaccin entier, on présentait au système immunitaire plus de 200 antigènes différents, dont la toxine pertussis, la pertaxine, etc., FHA, etc. D'accord? On avait l'impression que la protection était moins longue, mais bon, mais elle était quand même très prolongée. Mais on a arrêté ce vaccin parce que il était très réactogène. C'était une règle, quand j'étais jeune pédiatre, d'administrer en même temps que le vaccin coqueluche cellulaire du paracétamol pour réduire le risque de fièvre élevée, pour réduire aussi le risque de convulsion, il faut être tout à fait précis, et, à tel point que la coqueluche était incriminée à tort ou à raison dans un certain nombre d'encéphalopathies, le vaccin contre la coqueluche. Ces vaccins étaient tellement réactifs qu'il n'y avait pas de combinaison ou d'association possible. Ajouter d'autres réactions par un autre vaccin, par exemple les vaccins pneumococciques conjugués en même temps, mais ça cumulait les effets indésirables. Et en plus, ça faisait que le rappel après la période nourrisson pour protéger les petits de la coqueluche était difficile à proposer. Il n'était pas question de proposer le vaccin aux adultes ou aux femmes enceintes a fortiori. D'accord? Et enfin, ce n'était pas un vaccin facile à fabriquer de façon stable. Fabriquer, c'était possible, mais de façon stable, et il y avait des qualités de vaccin tout à fait variables. Donc, on a évolué vers des vaccins acellulaires qui ont été développés essentiellement, non pas sur l'efficacité des vaccins entiers, qui était bonne dans l'ensemble, avec des différences, mais sur le profil de tolérance. Ce qu'on s'est aperçu tout de suite, c'est que comme les études comparatives, et à l'époque, j'ai évalué pour le compte de l'AFSAF, maintenant NSM, absolument tous les vaccins coquelucheux acellulaires sans exception. Les vaccins acellulaires donnaient plus d'anticorps pour les antigènes présents que les vaccins entiers, mais il n'y a pas que les anticorps. L'immunité différente, essentiellement TH2 versus TH1, TH17 pour la maladie ou les vaccins entiers. La protection contre la maladie était très bonne pour les formes graves, c'est toujours le cas.
moins bonne pour les formes mineures, et on se doutait que la durée était plus courte. D'accord? Enfin, le point le plus important, il n'y a pas ou peu d'effet sur le portage. On peut être vacciné et porter Bordetella pertussis. Mais à l'évidence, comme on n'est pas symptomatique ou peu symptomatique, le risque de transmission est quand même diminué. Et c'est ces acellulaires qui ont permis de mettre en place les hexavalents en ajoutant l'hémophilus, l'hépatite B, en rajoutant dans la même séance les vaccins pneumococciques conjugués et les vaccins contre les méningocoques. Sinon, par exemple, c'était difficile d'imaginer de faire un coqueluche entier, par exemple, avec du Bec0. D'accord? Quand on est en période de forte épidémie comme ça, comme le portage n'est pas diminué, les vaccins acellulaires augmentent la population susceptible. J'ai bien dit pas forcément susceptible aux formes symptomatiques, mais susceptibles au portage, donnent des infections asymptomatiques ou peu symptomatiques et n'arrêtent pas complètement la transmission de la maladie. Donc, la question qui s'est posée au décours, c'est quand ces vaccins ont été développés, ils ont tous été développés avec un schéma 3 plus 1. D'accord? Ça veut dire injection 2, 3, 4 ou 2, 4, 6 ou 3, 5, 12. 3, 5, non, excuse-moi, 2, 3, 4 ou 3, 5, 6 avec un rappel, d'accord? Mais avec, comme tout, et on est passé du 3 plus 1 à 2 plus 1, on savait qu'il y avait autant d'anticorps après le booster, mais après 3 doses, on a plus d'anticorps qu'après 2 doses. Et donc, il y avait une certaine dose de fragilité avant le booster qui était plus longue du fait d'un effet de groupe insuffisant. Et puis, la date des injections, les premiers à avoir fait ça, ce sont les pays nordiques. Ils avaient un schéma 3-5-12. Nous, on est passé à 2-4-11. Alors, il faut savoir qu'en un mois d'écart entre 2 et 3 mois, c'est pas rien, c'est un tiers de vie des enfants. Ça veut dire plus d'anticorps maternels avec de l'effet blunting et moins de maturation. C'est un tiers de vie en moins. C'est sûr que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le présenter, mais ça compte beaucoup, d'accord? Et toutes les études montrent que quand on vaccine à 3 mois, on a plus d'anticorps que lorsqu'on vaccine à 2 mois, d'accord? Mais néanmoins, en France, et à juste titre, on avait voulu vacciner à 2-4 parce que les femmes enceintes, la recommandation n'existait pas et les formes graves de coqueluche, plus on est petit, plus on risque de formes graves. D'accord? Enfin, dernier point, nos vaccins coqueluche cellulaires ne sont pas les mêmes. Il y en a qui contiennent 5 antigènes, d'autres 3 antigènes, d'autres 2 antigènes. Je répète que les vaccins entiers donnaient moins d'anticorps antitoxines, mais plus de protection parce qu'il y avait un panel de réponses immunitaires qui était bien plus important que simplement contre la toxine ou 2 ou 3. D'accord? Et c'est pour ça que au moment du développement de ces études, on a pensé que d'avoir plus d'antigènes, pas autant que les 200 antigènes du vaccin entier, c'était potentiellement plus protecteur. C'est probablement vrai, mais il y a relativement peu de preuves pour ça. Juste pour vous dire que on va parler des difficultés des vaccins contre la coqueluche, mais si vous regardez ce papier très 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 récent du CDC, on voit que la mortalité et les maladies prévenues par les vaccins coquelucheux, malgré les défauts qu'on vient d'expliquer en partie, hein, eh ben c'est quand même un des vaccins les plus importants euh, après la diphtérie sans l'ombre d'un doute, mais aussi important que le pneumocoque, l'hépatite B, etc. Donc, même si notre vaccin dont nous disposons, il n'est pas parfait, d'accord, il a un effet en termes de nombre de malades et de décès qui est assez considérable. Excusez-moi, je me suis trompé de sens. Voilà. Alors, à partir de toutes ces données, grosso modo, depuis quelques années, on a vu diverger 2 attitudes. D'abord, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est souvent un exemple en termes de vaccination parce qu'ils arrivent par le système que je pourrais vous expliquer après avoir de très bonnes couvertures vaccinales, d'accord? Et l'Angleterre a choisi un schéma vaccinal qui est, un,
on vaccine les femmes enceintes, et là, depuis maintenant 12 ans, hein, il y a un recul de 12 ans, d'accord? Et on vaccine à 2, 3, 4 mois, et on fait un rappel à 3, 4 ans. Après, il n'y a plus de vaccin contre la coqueluche. On laisse courir Bordetella pertussis, et pour obtenir une immunisation de la population par la maladie naturelle qui ne va pas disparaître, et on traite aussi moins les contacts parce qu'on ne veut pas arrêter la circulation de Bordetella pertussis, sauf les sujets à risque. C'est pour ça que de temps en temps, quand je vois des recommandations du Haut Conseil de santé publique disant on va moins traiter les patients, etc., ok, peut-être, mais ce n'est pas la même philosophie de contrôle de la coqueluche. On ne peut pas copier les Anglais pour l'antibiothérapie et pas les copier pour la vaccination. En France, c'est le bordel. C'est le bordel parce que c'est en même temps. D'accord? Alors, il y a plusieurs intervenants, la HAS, le Conseil de santé publique France, le Conseil de santé publique, la Santé publique France, et puis il y a la DGS, le ministère. D'accord? Alors, la HAS, elle dit, bon, on vaccine tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire y compris maintenant à 25 ans, 45 ans, 65 ans et après. Pourquoi? Parce que, il n'y a plus de vaccin diphtérie, tétanos, polio disponible en France. Donc, si on veut vacciner les gens à 25 ans, à 45 ans, à 65 ans, on fait le vaccin tétravalent pour l'adulte, hein, autrement dit le Boostrix et le Répévax. Mais malheureusement, nos taux de couverture vaccinaux, à la fois chez les adultes et surtout pour les femmes enceintes, on ne s'est pas donné les moyens d'avoir des bons taux de couverture vaccinale, et ce qui explique les décès qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, on a continué à recommander le cocooning. Les Anglais ont arrêté de recommander le cocooning parce que le cocooning, c'est difficile à faire. Il faut vacciner le père, la mère, c'est déjà il faut leur courir après un peu plus le père, d'accord? Et puis, il faudrait vacciner les grands-parents, les enfants à la maison, etc. D'accord. On continue à recommander la vaccination des personnels de santé pour protéger les bébés. Je vous ai dit, oui, peut-être que ça protège, mais ce n'est pas sûr parce que c'est avec nos vaccins cellulaires, on ne peut pas dire qu'on protège complètement de la contamination. Et puis, on continue à prescrire des antibiotiques prophylaxiques. Alors, la clarithromycine avant l'azithromycine, je vous dirai pourquoi. Et puis, on continue à recommander l'éviction scolaire. Alors, vous voyez, par exemple, la mise à jour le 5 août 2024, la HAS, avec la SPILF et le GPIP, c'est-à-dire c'est la HAS qui pilote, et puis la SPILF et le GPIP servent de conseil, d'accord? Et puis, on parle toujours d'éviction des cas suspects en milieu scolaire, tant le diagnostic n'aura pas été infirmé, si le diagnostic est confirmé, voilà. Donc, on veut contrôler la circulation de Bordetella pertussis. Et puis en même temps, le 30 juillet, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence hein, de date, hein, et puis on dit, mais finalement, peut-être qu'on en traite trop. S'il n'y a pas de risque de forme grave pour la personne elle-même ou pour les sujets contacts, eh ben, il vaut mieux, on traite moins, grosso modo, et on traite moins et on raccourcit les dates de traitement. Et on arrive avec, grosso modo, les usines à gaz. Moi, je ne sais pas de ma génération, des algorithmes comme ça, moi, rien de les voir, ça me fait mal à la tête, parce que d'ici que j'arrive à retenir tout, j'aurais pas je n'y arriverai pas. Alors maintenant, euh, euh, il faut savoir, on a eu cette épidémie de coqueluche, alors qu'il n'y a pas de modification de schéma vaccinal, le 2+1 existe depuis 2013. Il n'y a pas eu de réduction de la couverture vaccinale. Au contraire, nous avons, depuis l'obligation vaccinale mise en place par Agnès Buzyn et Édouard Philippe, eh ben, on a des taux de couverture vaccinaux qui sont excellents. On fait partie des meilleurs pour les couvertures vaccinaux. Je parle des bébés, bien sûr. On a dit que chez l'enfant, chez les adultes, c'est pas ça. Il n'y a pas de modification des souches circulantes. On a pensé que les souches circulantes cette année étaient différentes. Est-ce qu'elles avaient muté sur certains récepteurs, certains antigènes cibles des vaccins? Et puis, il n'y a pas d'évolution de la résistance aux macrolides en France.
D'accord? Alors, comme d'habitude, quand on a une augmentation, on dit est-ce que c'est pas parce qu'on fait mieux le diagnostic? C'est vrai qu'on fait mieux le diagnostic, la PCR. Est-ce que le fait que les enfants n'ont pas été en contact pendant des mois et des mois, les enfants et les adultes n'ont pas été en contact pendant des mois avec Bordetella pertussis du fait des masques, des mesures, est-ce que ça réduit cette immunité de groupe qui permettait les cycles vaccinaux, d'accord? Le rôle des vaccins cellulaires, je vous l'ai dit, ils ont des faiblesses, bon. Et puis la vaccination maternelle, on n'a pas été bon, on n'avait pas 20% de femmes enceintes qui étaient vaccinées au début de l'épidémie. Et puis, ce n'était pas notre cas. Je vais revenir sur l'effet blunting après. Donc, on avait tout ça. Alors, juste pour vous dire, on a pris les mêmes mesures. euh, euh, Ça, c'est les épidémies par le système Paris. Voilà ce que vous voyez, par exemple, comme infection entérovirus, elles sont démontrées. Hein. La pandémie est arrivée, et puis hop, le premier virus qui est remonté, c'est les entérovirus, témoignant probablement que l'épidémie de groupe était forte. Le deuxième qui est remonté, c'est les bronchiolites. D'accord? On a eu entre le moment des mesures d'hygiène, le début, et les bronchiolites, il s'est passé presque 3 ans. Les infections à staph, c'était à streptoa, excusez-moi, c'était un peu plus long. Vous voyez ce qu'on voyait avant la pandémie, les mesures, et puis hop, ça remonte après, et ça remonte à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ce qui se passait avant. D'accord? Et puis après, je ne vous ai pas montré la courbe. Les pneumonies sont montées avant les pneumonies à mycoplasme, excusez-moi, sont montées avant et puis après. Donc on voit bien que les mêmes mesures d'hygiène, en fonction de la durée de l'immunité de groupe, remontent à des niveaux plus élevés que ce qu'on voyait avant, mais à des délais variables en fonction d'immunité de groupe. Alors, la vaccination maternelle, ça marche, et ça marche très bien, d'accord? Le taux de réduction d'hospitalisation il est entre 75 et 88%, d'accord? Mais le risque de protection vis-à-vis des décès, il est 92%. C'est très, très important parce que les vaccins acellulaires donnent des taux d'anticorps très, très, très élevés qui euh, passent chez l'enfant et qui le protègent. Peut-être qu'on marcherait encore moins bien si on faisait des vaccins entiers qui étaient bien tolérés. D'accord? Donc, ça marche parce que la mère est moins contagieuse et surtout parce qu'elle donne à son enfant des taux d'anticorps qui sont extrêmement élevés. Alors, ça se fait entre la 20e et la 34e semaine. Tout ça n'a pas d'importance. Donc, c'est le transfert d'IgG qui passe. Il n'y a aucun problème. Et je vais passer sur tout ça parce que on va juste pour arriver sur cette diapo-là. Après, je passerai au diagnostic et à l'antibiothérapie. D'accord? Alors, ça, c'est des mères qui ne sont pas vaccinées. On fait la première dose, ça monte, d'accord? Et on fait la deuxième dose, et puis après, on fait le booster, ça monte, et puis on a une réponse immunitaire. Quand la mère a des anticorps contre la coqueluche ou contre d'autres vaccins, ce qui se passe, c'est qu'une partie des antigènes est recouverte par ces anticorps et il y a moins d'antigènes qui sont exposés au système immunitaire. De ce fait, les taux d'anticorps montent de façon plus paresseuse. On n'a pas mis en évidence jusqu'à présent une diminution d'efficacité de la vaccination chez les plus grands. Je pense qu'à l'occasion de cette épidémie, on va le voir. Je vais vous parler maintenant de 2 points pour ne pas allonger trop la réunion, d'accord? C'est que bon, le diagnostic, c'est par PCR. On dit 3 semaines. Bon, jusqu'à 4 semaines, il y a quand même. C'est souvent, c'est souvent positif quand même. Aujourd'hui, c'est l'IS 481 qui doit être testé. Il y a un Bordetella pertussis comporte 50 à 100 copies, mais d'autres Bordetella, comme Olmesi ou Bronchoseptica, eh ben, ils portent aussi. Donc, c'est pas parce que l'IS que c'est forcément Olmesi ou Bronchoseptica. Mais enfin, quand on a un tableau évident, ça permet le diagnostic. Par contre, l'IS 101, qui est beaucoup moins représenté, donc moins sensible
que IS 481, eh ben, c'est Bordetella pertussis et Bordetella pertussis. Avec le mélange des deux, on arrive à savoir. Alors, je voudrais juste vous parler de l'antibiothérapie. Elle est basée sur les macrolides. La résistance, vous lirez des papiers de taux très élevés en Asie, mais franchement, elle est très, très, très faible en Europe. Le traitement classique était l'érythromycine 50 mg kg jour en 2 ou 3 prises pour 14 jours. Ça a peu d'effet sur la durée du symptôme parce que le diagnostic, souvent de coqueluche, ne se fait pas très tôt, il se fait au-delà d'une semaine. Mais ça raccourcit le portage et donc la contagiosité. Alors, on a pu faire des traitements plus courts. L'azithromycine, c'est une évidence parce que la demi-vie de l'azithromycine est très longue, elle se chiffre en semaines, ce qui fait que les études ont comporté 5 jours, mais à la dose de 10 mg kg. En France, on a prescrit 3 jours sans étude à 20 mg kg parce que la pharmacocinétique et l'AUC est complètement similaire que vous preniez 5 jours à 10 mg kg ou que vous preniez 20 mg kg pendant 3 jours. La pharmacocinétique dans le sang est la même. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce raccourci. Et sinon, la clarithromycine, qui a une pharmaco normale, 15 mg kg jour en 2 prises. Alors les alternatives, c'est le cotrimoxazole, ça c'est démontré. La doxy, c'est pas démontré, on garde ça en réserve au cas où un jour les souches deviennent résistantes à l'érythro et aux macrolides et au cotrimoxazole. Alors, donc, voilà ce que je voulais vous dire. On préfère assez nettement la claritro à l'azithromycine. Malheureusement, il y a des ruptures de stock parce que la clarithromycine, quand vous prescrivez 7 jours de clarithromycine, vous avez 7 jours d'antibiothérapie. Quand vous précisez, vous prescrivez de l'azithromycine, vous prescrivez 3 jours, mais vous savez qu'ils sont imbibés pendant 3 semaines. C'est pour ça qu'on arrive à ça. Donc, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse maintenant poser des questions. Et on a tenu à peu près le temps pour avoir 5 ou 10 minutes de questions. C'est parfait. Je vois une question qui est déjà posée. Donc, quelle serait la meilleure stratégie vaccinale et choix entre vaccin entier et acellulaire? Alors, les vaccins entiers, on n'en dispose plus en Europe, d'accord? Parce que ils ont été arrêtés à cause des effets indésirables et la difficulté qu'avaient les associés. Il y a plusieurs pays moins développés qui continuent à utiliser les vaccins entiers, euh, à tort ou à raison. À raison parce que si c'est un bon vaccin entier, eh ben, ça marche mieux que les vaccins cellulaires, mais il n'est pas garanti, et les expériences des années 90 ont montré qu'il y avait des vaccins entiers qui ne marchaient pas. Le vaccin entier, c'est du tout ou rien. Ou il marche bien ou il ne marche pas. C'est difficile à fabriquer. Voilà. Très bien, merci. Et une deuxième question, du coup, qui vient de s'ajouter. Qu'est-ce que l'effet blunting? Je n'ai pas entendu la question, Marie. Qu'est-ce que l'effet blunting, si je lis bien? Sinon, Oui. je vais regarder. Qu'est-ce que c'est que l'effet blunting? C'est très Oui. simple, je vous l'explique. En fait, la mère naît toujours avec un stock d'anticorps. Elle a rencontré dans sa vie plein de virus, plein de bactéries, et à la naissance, elle donne des taux d'anticorps à son enfant qui est supérieur à ce qu'elle a. C'est-à-dire que si, par exemple, la mère avait 10 grammes d'IgG, le nouveau-né n'a plutôt 12-14 que 10. C'est un transfert actif. Bon. Mais ces anticorps, quand ça passe à l'enfant et qu'elle vient d'avoir un vaccin anticoquelucheux, qu'est-ce qui se passe? Ces anticorps passent. Et ces anticorps, en passant, ils vont aller se fixer sur les antigènes qu'on administre par le vaccin. Une partie d'entre eux, donc il va y avoir moins d'antigènes qui vont être exposés au système immunitaire, ce qui fait que la réponse immunitaire, quand la mère a des anticorps à des taux élevés, est moins bonne que si elle n'avait pas eu de vaccin. Moins bonne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, d'un côté. Et ce qui fait qu'on sait que quand la mère a reçu euh, la vaccination pendant la grossesse, les taux d'anticorps qu'on obtient chez le petit bébé de 2 mois ou 4 mois sont inférieurs. C'est comme si on lui avait fait un vaccin plus faiblement dosé. J'ai été plus clair, j'espère.
Il y a une question qui se rapporte, je pense, à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'une seule injection, du coup, ça doit être suffit chez la femme enceinte? Et quel vaccin? Alors, j'ai pas vu la question, j'ai pas C'est la compris. deuxième question. Alors, ah oui, je touche pas la bonne truc. Hop. Le citron, citron. Après Euh, le je- nom, ah voilà, j'y suis. OK. c'est ça. Euh, euh, Quel alors, vaccin? la formule vaccinale chez l'adulte est un peu différente de chez l'enfant. C'est un peu moins dosé que pour les enfants. Quels que soient les vaccins proposés, euh, euh, quels que soient les vaccins proposés, les vaccins adultes sont un peu moins dosés pour la coqueluche. Et ils sont par contre beaucoup moins dosés pour la diphtérie. Pourquoi? Parce que quand on voyait des réactions importantes après avoir injecté des vaccins à des adultes, eh ben, c'était essentiellement parce qu'ils avaient un phénomène d'artus pour la diphtérie, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup d'anticorps déjà contre la diphtérie, et ça crée euh, une réponse locale. Donc, les vaccins adultes, c'est la dose de diphtérie divisée par 15 ou 20, plus un peu moins d'antigènes anticoquelucheux. Mais si vous voyez l'Inforix et le Boostrix, c'est les trois mêmes antigènes. Si vous voyez le Repevax et le Vaxelis, c'est la même formule antigénique. Les deux sont pas du tout les deux sont pas strictement les mêmes, mais les antigènes sont les mêmes. Alors, il y a deux questions. Beaucoup de prescriptions d'azithromycine pendant 5 jours. Intérêt aucun. Je vous ai expliqué, les 5 jours, c'est parce qu'on a recopié les Américains et on les a mal recopiés. Si vous prescrivez 10 mg kilo, d'accord, eh ben, il faut donner 5 jours. Si vous prescrivez la posologie française de 20 mg kilo, eh ben, 3 jours. Ça veut dire que donner 3 jours d'azithromycine à 10 mg kilo, ça donne exactement les mêmes taux d'anticorps tissulaires et sériques que 5 jours que 5 jours à 10 mg kilo. D'accord? Donc, euh, c'est ça qui est. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, gardez la posologie française en 3 jours. Si vous donnez la posologie française en 5 jours, vous allez dépenser des boîtes d'antibiotiques alors qu'on est en période de pénurie de façon inutile. Si je n'arrive pas à remonter les questions, je peux remonter parce que j'ai vu que faut-il traiter les cas contacts dans la famille? Alors, pendant longtemps, on voulait arrêter Bordetella pertussis de circuler. Donc, on traitait l'entourage qui n'avait pas reçu de vaccin 5 ans, 3 ans, enfin, ça change de truc. Et là, maintenant, les dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique, c'est plutôt, bah, on traite surtout s'il s'agit d'un sujet à risque ou si c'est quelqu'un qui va être contact avec un sujet à risque. Là, c'est pas très, très cohérent pour dire la vérité, parce que l'effet sur la transmission du vaccin euh, euh, est pas, pas suffisant. D'accord? Donc, pour l'instant, sujet à risque, contact de sujet à risque. Mais si on veut être cohérent, et moi je trouve qu'on a un vrai souci de cohérence dans nos recommandations, avec d'un côté l'HAS pour la vaccination et de l'autre côté un autre groupe de l'HAS pour les antibiotiques, et troisièmement le Haut Conseil de santé publique qui a été questionné, il n'a pas répondu par la DGS, il n'a pas répondu parce qu'il a eu envie de répondre. Il a été questionné, d'accord? Et ils ont répondu de façon un peu différente. Moi, ce que je trouve, c'est que il faut qu'on ait une politique cohérente où on prend une politique à l'anglaise, où on dit ce qui est important, c'est de protéger les fragiles, le reste, on laisse circuler la bactérie, on n'en parle plus, et qui va protéger les gens beaucoup plus longtemps, mais au coût d'une maladie qui est quand même assez pénible. D'accord? Mais le reste, voilà. Alors, est-ce que 24 ou 48 heures d'antibiothérapie va négativer la thèse? Il va diminuer la probabilité que ça devienne positif.
il ne supprime pas complètement la positivité. Avec 24 ou 48 heures d'azithrote, de temps en temps, on a encore une PCR positive. Donc, vous pouvez faire si vous avez un groupe, mais sachez que si sur une coqueluche typique, en fait, il faut bien comprendre, c'est comme pour le Covid, hein, c'est combien de cycles. Quand vous avez quelqu'un à la phase aiguë de la maladie, en général, quand la PCR coqueluche est positive, elle est entre 20 et 30. Bon. Quand vous avez pris des antibiotiques ou si vous êtes en fin de maladie, vous serez toujours positif, mais cette fois, je ne serai plus entre 20 et 30, mais plutôt entre 30 et 38. D'accord. Donc, oui, ça diminue la probabilité, mais ça peut être quand même positif parce que la charge bactérienne diminue. D'accord. À quel trimestre on peut, à partir du deuxième trimestre, on peut vacciner entre le deuxième trimestre et le début du troisième trimestre. Eh ben, très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, peut-être une dernière. C'est quoi le C'est quoi le cocooning? cocooning? Alors, le cocooning, c'est une technique qui fait, comme on ne peut pas protéger le vaccin anti-coquelucheux avant, on ne peut pas administrer le vaccin anti-coquelucheux avant 2 mois de vie, et que comme même une dose de vaccin coquelucheux, ça ne marche pas divinement, et qu'il va être vraiment protégé qu'à partir de 4 mois, avant qu'on s'autorise la vaccination maternelle, on proposait que les parents soient vaccinés et les membres de la famille soient vaccinés quand un petit bébé arrivait. Donc la mère, le père, et puis les enfants, et puis les grands-parents s'ils étaient au contact, et puis éventuellement euh, la nounou, etc. Bon. Le cocooning, c'est il faut vacciner beaucoup de gens pour prévenir un cas, d'accord. Et en plus, les enfants ne bénéficient pas des anticorps maternels. Donc, c'était difficile à mettre en place, et comme on le fait avec des vaccins acellulaires, ça ne supprime pas, ça réduit le risque de contagion, mais on est très, très, très loin de l'annuler. C'est pour ça que les pays qui ont implanté la vaccination maternelle et qui l'ont réussi, c'est-à-dire qu'ils ont un taux de couverture supérieur à 60%, grosso modo, d'accord, eh ben, ils ont arrêté la technique du cocooning qui est coûteuse, difficile à faire, avec une efficacité médiocre. Au mieux, c'est 30 à 40%. Très bien, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut conclure avec le dernier message de remerciement de l'un des participants. Et du coup, je voudrais vous remercier, professeur Cohen, pour cette présentation, vraiment très riche, comme dit par les participants. Et du coup, je voudrais remercier aussi nos participants d'être connectés. Et je vous invite à nous suivre du coup, sur les réseaux sociaux pour... Alors, on a posé une question, à chaque Ah, grossesse, on revaccine? oui, Oui, à chaque grossesse, parce qu'il faut avoir beaucoup d'anticorps maternels pour protéger le bébé. Bon, voilà. ceci dit, c'est difficile, c'est quand même assez rare maintenant d'avoir des grossesses tous les ans, hein. Donc maintenant, nos familles étant étroites, généralement, il y a 2, 3, 4 ans entre les deux. Et là, il n'y a aucun doute. Il faut revacciner à chaque grossesse. Très bien. OK? Et bien, sur ce, euh, alors, une Alors, dernière. non, c'est pas gênant de refaire un DTP. C'est pas du tout gênant. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Et je réitère juste par rapport à notre prochaine session. Donc, la prochaine, ça sera le 4 novembre autour de la varicelle et la femme enceinte. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour pouvoir vous inscrire et poser vos questions comme aujourd'hui. Merci encore à vous, professeur Cohen, et je vous dis à bientôt peut-être. Voilà, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Hmm.